Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la charge de travail dans le cadre du télétravail. Le webinaire va commencer dans quelques instants. Donc, on a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. On voit que c'est un sujet. Alors, la charge de travail est un sujet qui était un sujet d'actualité avant la crise sanitaire et la diffusion assez massive du télétravail. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet encore plus d'actualité. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de quatre webconférences sur le télétravail. On vous donnera le programme à la fin du webinaire. Donc, c'est le deuxième aujourd'hui qui est consacré à la charge de travail. Donc, n'hésitez pas si vous rencontrez un problème technique, si vous nous entendez mal ou si vous n'avez pas d'image, à le signaler dans le chat. On va essayer de trouver une solution. Voilà, apparemment, pas de problème particulier. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à signaler si vous avez un souci avec l'image ou avec le son. On va commencer dans quelques instants. Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, à nouveau, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à l'évaluation et la régulation de la charge de travail dans le cadre du télétravail. Donc, je rappelle que ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 4 webinaires sur le télétravail que vous voyez ici sur l'écran et vous aurez c'est le deuxième. Hein. Le premier a déjà eu lieu et on vous donnera les dates des deux prochains qui auront lieu l'un jeudi et l'autre lundi. Donc, bienvenue à tous. On espère que vous entendez bien. Encore une fois, si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Donc, ce webinaire est proposé par le réseau Anactaract. Nous sommes un réseau composé d'une agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un établissement sous tutelle du ministère du Travail et qui est complété par un réseau de 16 associations régionales, donc qui sont les ARACT, et nous avons pour mission de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et donc, nous avons pour mission de mettre à disposition des entreprises et de tous les acteurs qui interviennent dans le champ de la santé au travail et des conditions de travail, les méthodes, outils et connaissances qui permettent de les améliorer. Aujourd'hui, nous sommes deux pour vous présenter ce webinaire sur le télétravail. Donc, je suis Charles Parmentier, chargé de mission à l'ANACT. Je travaille entre autres sur les questions de charge de travail, question pour laquelle j'ai accompagné plusieurs entreprises et je suis accompagné par Thierry Rousseau, chargé de mission aussi à l'ANACT et également rédacteur en chef de la revue des conditions de travail. Bonjour à toutes et tous. Donc, les points que nous aborderons pendant ce webinaire, déjà revenir un peu sur la notion de charge de travail, puisqu'on en parle beaucoup, mais finalement, c'est pas évident de donner une définition et chacun, parfois, donne des définitions assez différentes à cette notion. On verra aussi comment la charge de travail est affectée particulièrement par le télétravail et le travail à distance. Et puis, on terminera par les moyens d'agir sur la charge de travail à différents niveaux avant, évidemment, une séance d'échange pendant laquelle vous pourrez poser vos questions pour y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le déroulement du webinaire. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Sinon, on prendra un temps à la fin. Alors, vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Voilà, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bien, alors je vais laisser la parole à mon collègue Thierry pour la première partie sur qu'est-ce que la charge de travail. Thierry, je te laisse la parole. Merci Charles. Donc on va discuter de charge de travail. C'est effectivement une notion
une des plus utilisées certainement dans les milieux professionnels. Ceci dit, elle manque parfois de définition. Son caractère opérationnel doit pouvoir être précisé. L'objectif, avant tout, de notre point de vue, est de pouvoir réguler la charge de travail, ce qui suppose que les acteurs en entreprise puissent en discuter, puissent l'évaluer, la définir, confronter différents points de vue. Ceci dit, première remarque qu'on peut faire, il n'y a pas toujours de problème de charge de travail. Hein. Des fois, tout va bien, donc on fait suffisamment, ni trop ni trop peu, ce qui est important parce que des fois, le trop peu est aussi problématique. On peut dire en tout cas qu'il y a problème de charge de travail quand il y a un écart entre ce qui est demandé aux collaborateurs, aux travailleurs, et ce qu'ils sont en mesure de réaliser. Et c'est à ce moment-là que ça devient problématique. Il y a un déséquilibre, en quelque sorte, dans la régulation de la charge de travail. On peut dire qu'il y a surcharge, certainement, hein, c'est ce qu'on entend le plus souvent, et c'est la réalité à laquelle nous sommes le plus souvent confrontés. Il y a parfois des questions de variation de charge qui évoluent dans le temps, qui est mal, en tout cas, répartie dans l'année, dans la journée, etc. Il peut y avoir, dans certains cas, des problèmes de sous-charge. En tout cas, ça a été déjà observé et ça peut être extrêmement problématique pour les personnes qui ont l'impression d'être déprofessionnalisées. Donc, la charge de travail est en tout cas une question qu'on ne peut pas sous-estimer. Son importance, en tout cas, dans l'entreprise, dans la régulation du travail des équipes, est fondamentale. Alors, quand il y a des équilibres, quand la charge de travail est mal régulée, mal évaluée, quand on ne peut pas en discuter, ben, il peut y avoir des problèmes, bien sûr, pour les personnes. Tout simplement, il peut y avoir des situations d'épuisement, d'inégalité, de dégradation des relations professionnelles, ou encore tout simplement des atteintes à la santé. Pour les organisations, donc pour les entreprises, pour le management, bien sûr, il y a aussi un enjeu qui est très fort et qui est celui de la qualité du travail, de la performance. Et donc, on voit qu'il y a quand même un double enjeu à la fois pour les personnes au travail et pour l'entreprise. Si on va un petit peu plus loin maintenant pour préciser la charge de travail, comment est-ce qu'on peut l'aborder? C'est vrai que depuis quelques années, dans nos travaux, dans ce qu'on propose en tout cas aux acteurs lorsqu'on intervient en entreprise, on propose un petit modèle qui explicite différentes dimensions de la charge de travail pour engager une discussion entre le management et les salariés. Alors on pourra dire, et je pense que c'est utile de le faire, qu'il y a d'un côté la charge prescrite, tout ce qui est prescrit, les objectifs, autant au sens qualitatif qu'au sens quantitatif, hein, tout ce qu'on demande de faire, tout ce qu'on me demande de faire, hein, tout ce qui c'est les prescriptions diverses, hein, c'est les objectifs à faire, hein, c'est vraiment l'ordre de la prescription managériale. Ça, c'est une première dimension. Une seconde est la charge réelle, ce qu'on fait réellement, comment on le fait, comment on réagit à ce qui nous est demandé, qu'est-ce que ça nous coûte de faire, que ce soit en termes de santé, d'astuces, parce qu'évidemment, on ne fait jamais complètement ce qui est demandé. En tout cas, il y a toujours un hiatus entre les deux, entre le travail prescrit et le travail réel. Il y a toujours un petit clivage qu'il faut pouvoir réguler, réduire, discuter pour aboutir en tout cas à un meilleur équilibre de la charge de travail. Et il y a également ce qu'on peut appeler la charge perçue, subjective. Au fond, ça, c'est la représentation qu'on se fait de la charge. Je pense que c'est important, représentation qui est faite en fonction, est-ce que nos attentes vont être comblées? Est-ce qu'on a accès à des trajectoires professionnelles? Est-ce que quand on a le sentiment de donner quelque chose, on peut recevoir à la mesure de ce qu'on a donné? Tout ça fait partie de ce qu'on peut appeler la charge subjective, et ça, son importance. Ça a son importance en tout cas dans ce qui se passe. Si on veut bien réguler la charge de travail, il faut pouvoir prendre en compte ces trois éléments du modèle pour avancer concrètement et éventuellement définir des référentiels de charge de travail qui soient utiles et qui permettent en tout cas de travailler entre tous les acteurs. Alors justement sur cette question de la charge perçue, Thierry, je, je me permets d'intervenir. Il y a une question là qui nous demande si la sous-charge de travail c'est le bore-out ou c'est autre chose. Alors c'est vrai que c'est important d'aborder cette dimension. Le bore-out c'est l'ennui au travail.
qui résulte d'une insatisfaction ou d'une absence de sens. Alors, on n'est pas forcément dans une situation de bore-out lorsqu'on n'a absolument rien à faire, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi parce que ce qu'on a à faire ne présente aucun intérêt ou alors on s'ennuie complètement par rapport à la nature de la tâche. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un lien entre la sous-charge et le bore-out. Néanmoins, et parfois, c'est aussi le sens de la charge perçue. On peut avoir l'impression d'avoir une surcharge de travail parce que ce qu'on nous demande de faire, on perçoit qu'il n'y a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. Il y a une insatisfaction importante, indépendamment, on va dire, du travail ou de l'énergie que ça peut demander. Oui, tout à fait. Mais bore-out et sous-charge entretiennent quand même des rapports très, très étroits. Je pense que quand on n'a pas assez, on n'est pas bien. Hein, c'est pas la question de la charge de travail ne se résume pas à trop, ni à la théorie du hamac. Il ne faut pas croire que moins on en fait, mieux on se portera. C'est plus compliqué que ça, justement, la charge de travail. Et le bore-out fait partie des incidences, des conséquences d'une charge de travail qui peut être déséquilibrée, mal répartie ou tout simplement insuffisante. Tout à fait. On nous signale aussi qu'effectivement le hiatus, enfin la distinction entre la charge prescrite et la charge réelle n'est pas nécessairement un dysfonctionnement. Effectivement, il y a toujours une différence, un écart entre la charge prescrite et la charge réelle. Néanmoins, ça peut devenir une véritable problématique quand il y a un écart trop important ou quand on n'arrive plus à réguler parce qu'on n'arrive plus à se comprendre entre ceux qui font le travail et ceux qui le prescrivent. Ça fait le lien avec c'est les éléments suivants où on voit que sur ces trois dimensions de la charge, et quand on intervient avec Thierry en entreprise, ça permet d'imposer les choses et de montrer que la charge, elle a beaucoup de dimensions différentes, mais surtout qu'elle elle est elle est liée et elle demande l'action de nombreux acteurs. Parce que souvent, sur les questions de charge de travail, on en fait une question entre le manager et le manager, et les managers uniquement, une question qui se jouerait au niveau micro du management d'une équipe. Alors que la charge de travail, si on veut la réguler, il faut impliquer des acteurs bien plus largement, puisque pour la charge prescrite, on voit que la prescription n'appartient pas qu'uniquement au manager, mais à de nombreux autres acteurs qui peuvent intervenir, ce sont les financeurs, les directions, mais ça peut être aussi le législateur par l'application de normes, et on le voit en ce moment avec les contraintes et les normes sanitaires qui viennent percuter le travail réel. On voit que pour la charge de travail réelle, on est plutôt ça relève plutôt alors à la fois des managers, mais aussi de ses collègues, les personnes avec qui on est en relation directe, les clients et les fournisseurs. Et puis, la charge perçue fait aussi appel à d'autres acteurs et d'autres types d'univers et d'éléments, en prenant en compte les projets personnels, l'âge, l'expérience de la personne. Donc, on voit bien que sur ces trois dimensions de la charge, ça montre qu'il y a des univers et des acteurs qui sont différents. Il faut réussir à articuler ces différentes dimensions et surtout à faire discuter ces différents acteurs pour ne pas concentrer les discussions sur la charge uniquement entre les managers et les managers qui n'ont parfois pas tous les moyens pour pouvoir réguler la charge. Alors, avant de continuer, on va vous proposer de répondre à deux petites questions de petits sondages, comme on a pas mal de monde en ligne, ça peut être intéressant d'avoir un retour. Donc, vous avez un onglet sur votre droite, normalement, dans lequel vous pouvez répondre aux questions. Donc, vous avez deux questions. Alors, une première question, alors je crois qu'elle est en dessous, la première question, et la seconde est au-dessus. Il y a une petite inversion. Si vous pouvez nous dire aujourd'hui, et par rapport à votre situation avant la crise sanitaire, est-ce que vous faites plus de télétravail? Est-ce que vous faites autant de télétravail? Ou est-ce que vous faites moins de télétravail? Donc ça, c'est la première question. Alors, les réponses sont tout à fait anonymes, hein, c'est juste là pour le webinaire pour avoir une petite perception de la situation, mais elles ne seront pas utilisées après. N'ayez pas de crainte de ce côté-là. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, donc qui est au-dessus. Pour ceux qui font plus de télétravail qu'avant la crise sanitaire, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une plus forte charge de travail, la même charge de travail ou une moins forte charge de travail? Alors, on vous laisse quelques instants pour répondre et ensuite on reprend la présentation. Alors, encore une fois, les réponses sont tout à fait anonymes. N'hésitez pas à répondre pour nous donner une petite indication sur votre situation actuelle. On sait que la période de confinement et la crise sanitaire ont pas mal bouleversé les organisations et dans un certain nombre de cas ont
ont permis ou contraint en tout cas le recours massif au télétravail. N'hésitez pas à répondre aux questions. On attend d'avoir les premiers résultats. Ok, alors voilà les résultats. Alors aujourd'hui, par rapport à la période avant la crise sanitaire, donc là c'est assez massif puisque vous êtes près de 70% à dire que vous faites plus de télétravail, 20% environ à faire autant de télétravail et 5% à faire moins de télétravail. Alors, on pouvait se douter qu'il y aurait assez peu de personnes qui feraient moins de télétravail. Néanmoins, il y a peut-être des personnes que l'expérience importante de télétravail pendant le confinement n'a pas tellement satisfait. Donc, pour les 3/4 d'entre vous, plus de télétravail. Donc, on voit l'impact important que ça a pu avoir. Et pour la deuxième question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir alors une plus forte charge de travail quand même pour 40%? La même charge de travail pour 50% et 10% une charge de travail assez comparable et similaire. Donc, on voit quand même que du coup, le sujet de charge de travail et télétravail sont assez liés et sont des questions qui sont particulièrement importantes aujourd'hui. Je vais laisser Thierry compléter et notamment compléter avec quelques résultats qu'on a pu recueillir par ailleurs. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que nous avons connu au printemps dernier, l'hiver, printemps dernier, une période tout à fait anormal, hein. Nous nous sommes confinés et nous avons exercé le travail depuis le domicile. C'est vrai qu'à l'époque, on a fait un petit sondage en ligne. Je vais vous donner un peu les résultats qu'on a obtenus. Ce sondage, il n'est pas scientifique. Il est lié évidemment à une période très particulière, hein, qui est celle du confinement et du travail à distance imposé, qui va être sans doute très différent de ce qu'on va connaître dans les semaines et les mois qui viennent. On connaîtra vraisemblablement des situations un peu complexes, hybrides, avec un certain nombre de salariés à distance, d'autres en présentiel. Et toute la question va être évidemment, dans ce contexte, comment est-ce qu'on va réguler la charge de travail entre ceux qui sont présents et ceux qui sont à distance. Mais pour ce qui est du petit sondage qu'on a pu faire à ce moment-là, on a eu un certain nombre de répondants, on en a eu 8675. Alors 48% ont eu l'impression de travailler davantage que d'ordinaire, au fond d'avoir une charge de travail qui s'est accrue, ce qui est quand même assez considérable, dont 20 beaucoup, 27 un peu plus que d'habitude. Pour certains, ils ont eu l'impression de travailler moins et 19 n'ont pas eu de modification importante. Je dis, quand on compare avec ceux qui sont sur site ou exposés, qui a priori n'ont pas connu une période de transformation de leur mode d'organisation du travail aussi prononcée que celle de ceux et celles qui ont été obligés de travailler à distance, bon, 53% ont eu l'impression de travailler davantage. On peut imaginer que c'est selon les secteurs que ça s'est manifesté. On pense bien sûr au secteur sanitaire et social qui a quand même eu à se mobiliser de façon, dans de mauvaises conditions parfois, dans l'urgence pour faire face à ce qu'il était demandé. Alors, le travail à distance, le télétravail, hein, donc le mode d'organisation du travail qui se développe pour le moment de manière considérable, hein. On le voit dans le petit questionnaire auquel vous avez répondu, hein. On travaille plus aujourd'hui en télétravail qu'autrefois. De ce point de vue-là, la crise sanitaire a été un point de bascule, un point de basculement qui accélère en tout cas des pratiques qui étaient déjà présentes, mais qui restaient relativement marginales. Alors, ce qu'on a vu évidemment dans le confinement, c'était quand même particulier. On a eu des modes de fonctionnement extrêmement dégradés. On a dû organiser dans l'urgence le travail à distance d'énormément de personnes, hein. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que là, l'encadrement intermédiaire a beaucoup payé. Je dirais, ils ont payé un lourd tribut pour organiser ce travail, organiser l'activité, hein, parce qu'il a fallu aménager un peu tout, la charge de travail, les équipements, les lignes Internet, etc., etc. Donc tout ça a été fait quand même dans une situation d'urgence. En termes de résultats, ce qu'on peut voir, si on essaye d'évaluer un peu ce qui s'est passé, comment cette situation a été vécue, d'abord pour certains, ça a été bien vécu. Pour l'entreprise aussi, le travail s'est fait. Grosso modo, des gens ont exprimé leur satisfaction, hein, des collaborateurs ont été
contents de pouvoir travailler à distance pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais en tout cas un certain nombre d'entre eux. Quand ceux qui ont été plus affectés par cette forme d'organisation du travail ont pu exprimer un certain nombre de choses, plusieurs éléments sont sortis et plusieurs risques aujourd'hui existent et sont encore là de toute façon. Et dans ce qu'on va devoir faire dans les mois qui viennent, c'est tenir compte de ces risques pour essayer de les réguler et de trouver des solutions pour réduire en tout cas ceci. Bon, il y a évidemment le manque de régulation collective, la perte de repères, isolement, difficulté de management de l'activité à distance. C'est pas si évident que ça de pouvoir réguler. Des équipements déficients, des mobiliers, accès au réseau, les applications informatiques qui sont sécurisées et on n'y a pas accès. Il y a les interruptions fréquentes avec les activités domestiques, préparation des repas, etc. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir connu des situations comme celle-là et en avoir été affectés. Le sentiment d'être continuellement interrompu dans l'activité, donc avec une efficacité moindre, une concentration difficile, un flou, etc. Et dans les cas peut-être les plus extrêmes, le sentiment d'avoir été largué, d'avoir été presque marginalisé. Et on a vu dans certains collectifs que certaines personnes, au moment du déconfinement, avaient beaucoup de difficultés pour différentes raisons à revenir. Donc là, il y a un point d'attention éventuel qui est important et il faut en tenir compte. Alors Thierry, avant que tu passes à la suite, il y a une remarque de Mylène qui est intéressante par rapport aux questions qu'on a posées. C'est vrai que pour l'augmentation de la charge liée à la crise sanitaire, elle n'est pas forcément liée qu'au télétravail. C'est vrai qu'on là on a associé les deux dans la question, mais c'est pas forcément. Il y a des personnes qui ont plus de charges, alors quand bien même ils ne feraient pas plus de télétravail qu'auparavant. Néanmoins, indépendamment de ça, ce qui pose question, c'est que la façon de réguler la charge de travail va être plus, on va dire, complexe, en tout cas, du fait même qu'il y ait plus de personnes en télétravail, mais on y viendra tout à l'heure sur les actions pour réguler la charge. Oui, une question qui est posée également, est-ce que ces résultats sont propres à la période qu'on a connue? Oui, bien sûr, je pense que cette période, c'est Dominique qui pose cette question, c'est essentiel parce que nous avons vécu quand même une période très particulière, les uns et les autres, des millions de personnes en France, c'était la première fois qu'on était mobilisés de cette façon-là et que collectivement on transformait presque de fond en comble nos modes d'organisation du travail. De toute évidence, si on fait les résultats aujourd'hui, ça pourrait être très différent. L'essentiel, et on verra, c'est bien sûr de négocier ce passage, de pouvoir trouver des réponses à la fois particulières pour les personnes, pour les organisations, selon l'activité. Je pense que la période qui s'ouvre devant nous devrait être différente. Il y a déjà des négociations et c'est là qu'il faut poursuivre et aller un petit peu plus loin. Très vite, peut-être sur ce transparent, ce n'est pas directement notre objet, mais ça permet en tout cas de montrer de manière un peu contrastée ce qui s'est passé pour le travail à distance. Évidemment que pour ceux qui sont restés au travail dans un certain nombre de situations, il a fallu faire face et qu'il y a eu des augmentations de charges de travail. On comprend un peu pourquoi, travail en équipe réduite, les uns et les autres qui sont absents, suivent des consignes sanitaires et travailler, ce qui n'est pas si évident que ça. Il y a peut-être des contradictions qui peuvent exister entre la mise en place des gestes barrières, la distanciation et le besoin de communication, le besoin de réaliser l'activité auprès des clients, avec les collègues. Donc là, il y a quelque chose en tout cas qui a changé dans les phénomènes de régulation de la charge de travail. Il ne faut pas non plus sous-estimer dans la charge de travail le support, l'appui que les collègues dans les collectifs peuvent apporter. Ce qui est aussi une question pour le travail à distance, alors que le collectif, il existe encore, bien sûr, il est virtuel, il n'est pas en coprésence, il y a des changements, donc il faut pouvoir appréhender ces changements. Alors bon, 3 points, là c'est pour se rappeler un peu les enjeux qui sont liés à la régulation de la charge de travail dans une situation de télétravail. Je pense qu'on peut se dire qu'il y a 3 points comme ça essentiels. La nécessité de maintenir
le lien social, ce qui n'est pas si évident. Donc, au-delà, je dirais, du travail nécessaire, il y a tout l'informel qui a quand même son importance. Comment est-ce qu'on fait vivre cet informel et comment le management de proximité peut arriver à faire vivre, en tout cas, le collectif au-delà de ce qu'il a à faire. Je dirais, on peut le poser comme ça. Clarifier les objectifs, l'adaptation au cas individuel, hein, pour ça a été remonté de manière quand même assez fréquente que dans notre situation, dans 6 situations vécues, il y a plus de cas individuels d'une certaine façon, hein, donc il faut en tenir compte. Et puis aussi, l'idée que dans le travail à distance, les salariés ne sont pas tous égaux. Il y a les hommes, les femmes, il y a les équipements, il y a le logement, il y a les jeunes, les plus âgés, que de ce point de vue, il y a besoin en tout cas de formaliser ce qu'on peut faire pour les uns et les autres et pas, en tout cas, pas créer des situations d'inéquité et larguer les personnes. Alors, comment agir? Je vais redonner la parole à Charles. Comment agir sur la charge de travail? N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau, bien sûr. Donc, allez-y de ce côté-là. Oui, alors il y a déjà je vois dans les questions pas mal de questions sur cette comment agir sur la charge de travail et réguler la charge de travail. Il y a une remarque de Nadège, mais qui est tout à fait juste, qui dit que l'appropriation des outils de communication à distance ont induit en elle-même une charge de travail assez importante. Donc c'est vrai que ça a été un facteur de charge qui, on l'espère, avec le temps va diminuer puisqu'il y a un temps de appropriation. Pour les autres questions, on va y venir. Donc, comment agir sur la charge de travail? On distingue 3 niveaux d'action. Alors, on pourrait les classer autrement, mais ce qui est important, c'est de se dire que souvent on a tendance avec la charge de travail, penser qu'on va mesurer la charge de travail une bonne fois pour toutes avec des indicateurs objectifs et du coup pouvoir derrière mettre en œuvre les actions qui permettront de la réguler. Alors, finalement, agir sur la charge de travail, c'est un processus plutôt dynamique qui relève, on va dire, du management du travail et du pilotage de l'activité et qui se fait à plusieurs moments. Et donc, je pense qu'il faut faire notamment dans le cadre des activités qui sont de plus en plus complexes et qui évoluent tout le temps, parce que dans l'activité change assez rapidement, il y a beaucoup d'imprévus qui se présentent. Faire le deuil d'un outil de mesure tout à fait objectif de la charge de travail, des outils qui peuvent ou qui ont pu exister dans certaines activités industrielles ou très taylorisées dans lesquelles on pouvait vraiment identifier des activités précises réalisées dans un temps donné. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de pouvoir évaluer, mesurer la charge comme ça. C'est pour ça qu'on préfère parler d'évaluation de la charge de travail. Donc, si on reprend ces trois différents niveaux d'action, on va dire, et sur les 3 dimensions de la charge, alors là, on a repris ce qui nous paraissait important, notamment dans le cadre du télétravail, notamment recenser et adapter les moyens mis à disposition. Être dans une situation de télétravail, c'est un nouveau contexte de travail, c'est une nouvelle modalité d'organisation qui suppose de revoir, de repenser les objectifs et les moyens dont disposent les collaborateurs, soit parce qu'ils n'ont pas forcément les outils techniques, les moyens de régulation, les contacts avec les collègues qu'ils avaient avant, les processus de délégation ou autres qui ne sont plus les mêmes. Donc, mettre en place ce télétravail, ça suppose de revoir les objectifs et les moyens au regard du nouveau contexte et des nouvelles modalités. Très important aussi du point de vue de la charge réelle, prendre en compte les temps non travaillés, les temps de régulation et de gestion. J'imagine qu'on a tous expérimenté pendant le confinement et vu à quel point parfois les régulations qu'on pourrait appeler les régulations dans le couloir ou entre les portes nous rendent beaucoup de services dans l'activité qu'on fait, nous permettent de résoudre des problèmes assez rapidement. Alors que quand on est à distance, ça devient un petit peu plus compliqué et ça suppose en tout cas de passer par d'autres canaux. Il y a une évolution des canaux et des modalités d'échange entre les collaborateurs qu'il faut prendre en compte. Ça demande aussi un certain apprentissage, mais ça demande aussi et surtout de prévoir des temps improductifs, entre guillemets, d'échanges improductifs en cas de télétravail. On a pu voir que quand on est à distance, on a tendance à optimiser complètement les temps d'échange, de prévoir des temps d'échange pour la production. Or, il y a plein de moments, et ça on le fait plus quand on est en présentiel, où on peut échanger plus librement sur le travail et donc faire des projets, trouver de nouvelles façons de travailler ou résoudre des problèmes. Donc, c'est important de le penser dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail. Il y avait une question tout à l'heure
l'heure sur l'accompagnement à la mise en œuvre du droit à la déconnexion. Là, c'est vraiment en lien avec les règles d'usage des outils numériques. Alors, le droit à la déconnexion, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de négocier un accord ou à minima de faire une charte sur cette question-là. Au-delà de l'obligation légale, ce qui nous paraît important, c'est de définir des règles d'usage collectif des outils numériques. C'est-à-dire comment on se met d'accord collectivement sur l'usage de la messagerie, du téléphone, des mails. Et en gros, qu'est-ce qu'on attend de moi quand on reçoit un mail? Est-ce qu'on attend une réponse immédiate? Comment est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut distinguer les mails urgents de ceux qui ne sont pas urgents? Et ça ne peut passer que par une discussion collective qui sont spécifiques à l'activité qu'on fait, à la perception aussi qu'ont les uns et les autres de ces aspects-là. Sur l'aspect charge perçue, un élément important, c'est prévenir les sentiments d'inéquité. On se rend compte aussi quand on intervient sur les questions de charge de travail que parfois c'est le sentiment que les autres en font plus ou en font moins ou ont des choses plus intéressantes, ce qui va provoquer un sentiment de surcharge de travail. Donc, c'est important que la charge de travail soit répartie équitablement, en tout cas qu'on se donne les moyens de voir qu'il y a une certaine équité dans la répartition de la charge de travail. Et on peut notamment parler de la question du télétravail en particulier. Le télétravail, c'est ni une punition ni un privilège, c'est une modalité d'organisation qui doit être accessible au plus grand nombre. Alors, c'est vrai que accessible au plus grand nombre, accessible si l'activité le permet. C'est vrai que les modalités d'accès auparavant au télétravail pouvaient poser un certain nombre de problèmes, puisque certaines catégories de personnes, en fonction du statut, par exemple, pouvaient avoir accès au télétravail et pas d'autres. Donc, ça pouvait créer un sentiment d'inéquité. Alors, je vois qu'il y a quelques questions aussi qui sont relatives à la question de la mesure du temps de travail, parce qu'on dit, on mesure pas la charge de travail, on peut pas la mesurer en tant que telle, objectivement, c'est très compliqué. Néanmoins, il est quand même important, il y a un des indicateurs qui est important, c'est la mesure du temps de travail. Et ça, je rappelle, c'est une obligation de l'employeur, pour les gens qui sont au régime horaire. L'employeur doit pouvoir savoir combien de temps travaille un collaborateur, d'une part, pour éventuellement calculer les heures supplémentaires, mais aussi pour réguler la charge de travail. Et ça pose une autre question qui est posée par Olivier, c'est comment on fait pour les cadres en forfait jour. C'est vrai que les cadres en forfait jour en permettent de s'affranchir de la durée légale du temps de travail, pas des temps de repos, j'y reviendrai après. Et c'est vrai que c'est une situation qui est un peu plus complexe puisqu'on n'a pas là l'appui de la mesure du temps de travail. Je vais venir sur la façon de suivre et évaluer la charge de travail. Donc, pour suivre la charge prescrite et la prescription, ce qui nous paraît important, plutôt que de faire des grilles d'évaluation, de mesure de la charge de travail, c'est de partager des indicateurs d'activité qui sont collectivement partagés. En gros, dans une équipe, dans un service, dans une activité, c'est quoi qui fait charge, c'est quoi qu'on me demande de faire, combien de temps ça prend, et ça peut être discuté collectivement pour après faire un outil de suivi. On a mis en place des groupes de travail, des équipes dans lesquelles direction, management et collaborateurs ont réfléchi à ce qui faisait charge de travail pour eux pour permettre de l'évaluer au fil de l'eau. Pour voir la charge de travail réelle et pour pouvoir l'évaluer, ce qui est important, c'est de pouvoir rendre visible l'activité des collaborateurs. Alors, rendre visible, ça ne veut pas dire que tout le monde doit exposer, mettre en visibilité ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est rendre visible du point de vue des managers et des prescripteurs quelle est la réalité de l'activité. Et là, on peut utiliser les outils. Alors, c'est d'autant plus important en télétravail qu'on n'a plus forcément le contact physique ou visuel qu'on peut avoir par ailleurs. Et si aujourd'hui, on connaît encore assez bien le travail de ses collègues, on peut imaginer que dans une situation qui perdure assez longtemps, petit à petit, il sera de plus en plus difficile de voir quelle peut être l'activité des collègues. Ça peut être une vraie problématique pour les managers. Pour ça, on dispose d'outils, on vous enverra les liens si ça vous intéresse, pour aller un petit peu plus loin, comme la chronique d'activité ou le diagnostic photo. On l'a dit tout à l'heure, l'important, c'est aussi de pouvoir mesurer les temps de travail et les temps de repos, puisque pour les cadres forfait jour, il y a une obligation de respecter les temps de repos, par exemple, de 11 heures de travail 11 heures de repos entre deux cycles de travail. Et donc ça doit être fait également pour les collaborateurs en télétravail. Alors évidemment, le télétravail, ça renforce encore plus un phénomène qui existe sans le télétravail, mais qui est le brouillage des frontières, on va dire spatio-temporelles entre les temps personnels et les temps de travail. Et ce brouillage-là, la difficulté à poser une limite entre ce qui relève du temps de travail et ce qui ne relève pas du temps de travail, je dirais, elle va dans les deux sens, c'est-à-dire à un moment donné,
sur notre temps de travail, eh ben, on peut avoir des aspects personnels qui viennent percuter l'activité, on peut s'occuper des éléments personnels. Et puis, de l'autre sens, sur son temps personnel, on peut répondre à un mail, donner une réponse, réfléchir à une question ou se remettre à travailler après 22 heures quand les enfants sont couchés. Donc, ça devient assez difficile. C'est pour ça que la mesure de temps de travail n'est pas suffisant en soi et qu'il faut mettre en discussion l'activité et la façon de travail et ce qu'on attend les uns et des autres sur à la fois la qualité et le niveau du travail à fournir. Sur la charge perçue, eh bien, il y avait une question tout à l'heure, comment on fait pour mesurer la charge perçue, qui est une dimension évidemment subjective. Néanmoins, on peut essayer d'aborder la subjectivité en favorisant l'expression des collaborateurs, alors en mettant en place des espaces de discussion sur le travail, mais aussi en organisant des points réguliers, notamment avec le manager, sur la perception qu'a le collaborateur de son travail. C'est d'autant plus important en télétravail qu'il n'y a pas forcément la possibilité de rencontrer son manager ou même ses collègues au bureau. Donc, il faut mettre en place des dispositifs qui permettent de favoriser l'expression des collaborateurs. Et je le disais tout à l'heure, d'autant plus que quand on est dans le travail à distance, on a tendance à faire des temps d'échange que des temps purement productifs sur des réunions qui ont un objectif précis, en perdant tous ces temps d'échange qui font aussi partie du travail et de la régulation du travail. Alors, une fois qu'on a essayé de planifier et de prévoir, qu'on a essayé d'évaluer ce qui se passe dans le travail réel, souvent, un des problèmes, c'est qu'on s'arrête à ces étapes-là. Pour autant, ce qui est important, c'est la régulation, c'est l'évaluation, la mesure est importante. Mais derrière, si c'est pas suivi d'action de régulation, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on l'a dit tout à l'heure, revoir et adapter les objectifs aux nouvelles configurations. Aussi et surtout, savoir prioriser, arbitrer et réorienter. On se rend compte que c'est une difficulté dans les activités complexes, dans les activités de service, à un moment donné, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Si on a une surcharge de travail, qu'est-ce qu'on priorise, à quoi on renonce. Et ça, ce n'est possible que s'il y a des repères collectifs sur le niveau de qualité et des priorités qui sont discutés et qui sont bien identifiés. Sinon, les collaborateurs peuvent se sentir en danger ou dans une situation de surcharge de travail. Et évidemment, et Thierry l'a déjà dit, adapter les outils et le matériel alors c'est vrai que dans les situations de télétravail contraint, ça pose un certain nombre de problèmes puisque les personnes n'étaient pas forcément équipées. Petit à petit, les choses s'améliorent. Mais néanmoins, ça demande quand même un investissement et un engagement de l'employeur pour que les collaborateurs puissent disposer des outils nécessaires. Adapter, revoir aussi les procédures. On l'a dit tout à l'heure, le télétravail, c'est une nouvelle modalité d'organisation qui suppose potentiellement de revoir un certain nombre de procédures. On n'a plus l'accès aux documents papier, on n'a plus l'accès à la photocopie, on n'a plus l'accès à la signature directe de son responsable hiérarchique. Il y a pas mal d'entreprises qui ont revu les procédures, notamment dans toutes les entreprises qui ont des procédures très sécurisées. Mais pour la charge de travail, ça peut aussi demander de revoir les procédures ou les façons de travailler ou les process qui sont définis, on l'a vu parfois, par les prescripteurs. Et bien pour faire tout ça, il faut outiller et soutenir les managers parce que la charge de travail, ça incombe, la régulation de la charge incombe bien entendu, en particulier au manager, mais il ne peut pas le faire tout seul. On l'a vu, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur la question de la charge et il faut pouvoir outiller et soutenir un manager qu'il puisse favoriser la discussion et la construction de repères collectifs sur le niveau de qualité et les priorités qui sont attendues. Un point important, favoriser aussi la reconnaissance dans la régulation, parce qu'on sait que quand on demande aux collaborateurs d'où vient la reconnaissance, qui reconnaît le travail qu'ils font, on voit qu'en premier lieu, c'est les collègues de proximité, les collègues de l'équipe qui font de la reconnaissance. Ensuite, c'est les clients, les personnes avec qui on est en contact. Ensuite, les managers et enfin, en dernier, les directions. Et donc là, on voit bien que dans un contexte de télétravail, on n'est plus en contact avec ses collègues, on n'est plus forcément en contact direct avec ses clients. Et donc, on n'a plus forcément les mêmes modalités, en tout cas les mêmes canaux de reconnaissance qu'on pouvait avoir avant. Et donc, c'est une précaution à prendre de la part des entreprises et des managers. Voilà ce qu'on pouvait dire de manière globale sur la régulation de la charge de travail. On voit qu'il y a pas mal de questions. On va essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles. Alors tout à l'heure, je me souviens, on était sur les questions de définition. C'est important d'en parler parce que dans les médias, la question de charge de travail est assez présente. On demandait
l'ennui au travail, c'est pas le burn-out, hein, parce que c'est aussi une nouvelle notion qu'on voit dans les médias. Alors, ce qui distingue le burn-out, le bore-out et le burn-out, c'est qu'on dit en général, pour le burn-out, ça n'impacte pas physiquement la personne qui est encore en capacité de travailler, mais en fait, c'est un désengagement total, une démotivation, un désengagement total, une prise de distance de la personne vis-à-vis de la structure parce qu'elle ne trouve pas de sens à ce qu'elle fait. Voilà, alors peut-être Thierry, tu veux apporter quelques compléments ou tu as repéré quelques questions auxquelles on pouvait répondre. Il nous reste, Je pense quelques une minutes, question donc vous peut-être, ou plutôt n'hésitez une pas. réponse très générale à des questions posées. Je pense qu'on s'engage maintenant dans une période quand même plus favorable à la négociation que celle de l'hiver dernier. Donc, il ne faut pas utiliser les outils qui existent. Le Code du travail a fait des avancées ces dernières années pour permettre la mise en place du télétravail, partager les responsabilités des uns et des autres. Il y a une proposition générale pour évidemment ouvrir des discussions sur la régulation de la charge de travail. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter d'une certaine manière à cadrer mieux l'activité parce que je pense que c'est bien beau d'être autonome d'une certaine façon, mais les travailleurs demandent à ce que leur activité soit cadrée, précisée, ce qui ne veut pas dire imposée, mais qu'on puisse la discuter. Une question plus générale, pourquoi la France semble en retard par rapport ou s'il y a des situations plus nordiques, je pense que c'est vrai que le télétravail s'impose sans doute un peu tardivement, malgré qu'on en parle depuis 40 ans, c'est seulement à l'occasion de la crise que nous avons connue que le modèle semble se diffuser un petit peu, un peu plus. Difficile à dire. La question de la confiance, je pense, peut être évoquée. Je pense que dans certains cas, pour beaucoup de managers, le contrôle a besoin d'être visuel. Je pense qu'il faut apprendre à dépasser cette situation et à construire le contrôle, ce qu'on fait, quand on rend des comptes, faut le baser davantage sur des situations de confiance que de respect tatillon des normes. Là, il y a peut-être un saut culturel à faire qui est difficile. Donc, peut-être que les semaines qui viennent favoriseront cette situation, en sachant que le gros morceau va sans doute être la régulation entre ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont à distance. Là, on a deux modes d'organisation du travail qui vont se combiner et il va falloir réguler en fait ces deux espaces ensemble, séparément. Là, la question, elle est évidemment très compliquée. Alors, il y a une question aussi de Yann sur le fait, une démarche de QVT doit-elle pleinement inclure cette dimension de télétravail? Alors, j'allais dire oui, bien entendu, parce que le télétravail est une modalité d'organisation du travail parmi d'autres, mais ça fait penser, c'est associé aux dimensions QVT, parce qu'un des aspects de la QVT, c'est de dire on a aussi le droit à l'erreur, on a le droit d'expérimenter, et le télétravail, on a aussi le droit d'expérimenter, de tester, de dire ce que va pas et de revenir en arrière. On peut pas contraindre un travailleur à télétravailler, sauf dans les cas particuliers bien sûr de la crise sanitaire, hein, quand c'est pas l'employeur qui décide. Et je pense qu'il faut aussi se laisser la possibilité d'expérimenter le télétravail. Il y en a qui n'en avaient pas l'habitude d'en faire, il y en a qui en faisaient beaucoup. C'est pas perçu de la même manière par tout le monde. Il faut aussi respecter voilà ce que chacun veut percevoir et essayer de formaliser ça d'un point de vue collectif, notamment dans le cadre d'une démarche QVT. Il y a Marie-Aude qui nous signale aussi la question des logiciels de suivi de travail des salariés à distance avec un risque de contrôle excessif. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les évolutions numériques font que ce type d'outil peut se développer. Alors, il y a la question du contrôle excessif intrusif, bien entendu, mais ça pose aussi deux questions. C'est le décalage entre comment on mesure et on regarde le travail et l'activité réelle, puisque c'est ce qu'on regarde, c'est quoi les temps de connexion du collaborateur sur son ordinateur ou autre, ce qui ne correspondent pas forcément au travail. On peut très bien travailler en éteignant son ordinateur et en réfléchissant, en essayant de trouver une solution au problème qui nous est posé. Et puis plus largement, ça fait aussi écho à d'autres questions, c'est la question de la relation, en tout cas de la confiance au niveau du management entre manager et manager. Et c'est vrai qu'on peut on le disait avant la crise sanitaire, le télétravail
ça oblige à faire évoluer les pratiques de management et ça oblige à travailler sur une relation de confiance entre manager et manager et donc à penser autrement les modalités de contrôle. Sinon, c'est vrai que ça devient vite insupportable pour les collaborateurs, insupportable pour les managers et souvent tout à fait peu productif et efficace pour les organisations et pour les structures qui ont envie d'en voir deux questions peut-être de mon côté. les Pardon, limites. Charles, juste deux questions qui ont été posées sur les Oui, Thierry. chroniques d'activité. Est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé? Moi, je pense que ça peut tout à fait le faire. Je pense qu'à un moment donné, il serait important de décrire ce que l'on fait précisément, ce qu'on appelle le travail réel. Je pense que la charge qu'on reçoit, elle ne correspond jamais entièrement à ce qui est prescrit. Il y a toujours un décalage entre les deux. Donc, on fait les choses à notre façon. Donc, tout ce qui peut contribuer à décrire un peu mieux l'activité peut être une bonne chose, en sachant que ce n'est pas si évident. Travailler à domicile, travailler à la maison ou en télétravail à l'extérieur, parce qu'on peut être aussi bien dans un autre lieu, on peut être dans une gare, dans un tiers-lieu. Il y a vraiment une déspatialisation du travail dans une situation. Donc, il y a des choses différentes qui jouent. Donc, il est d'autant plus nécessaire de parler à ce moment-là de ce qu'on fait et de pouvoir le parler librement, en confiance avec les managers. Je pense que c'est une clé, en tout cas, du succès possible que d'ouvrir un dialogue de ce type qui puisse être plus fécond, moins guindé, qu'on sorte, en fait, des routines hiérarchiques qui peuvent être pesantes parfois. Oui, effectivement. Et donc, c'est Sophie qui posait cette question. Si c'est par rapport aux éléments qu'on peut vous donner, on va vous donner quelques liens là, dans la suite du document. Et puis, n'hésitez pas à consulter notre site internet puisque vous trouvez les ressources, notamment sur le diagnostic photo et, les chroniques de l'activité. Là, voilà, vous avez les différents éléments qui s'affichent. Donc, n'hésitez pas d'aller consulter notre site ou nous contacter pour avoir plus d'éléments. Voilà, Thierry, je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter. On a essayé, alors on n'a pas forcément répondu à toutes les questions dans le temps imparti. Vous étiez nombreux, donc encore une fois, n'hésitez pas à contacter, à aller sur notre site internet pour voir les éléments, notamment le 10 questions sur la charge de travail qui est téléchargeable gratuitement sur notre site. Et j'en profite pour vous rappeler donc que ce webinaire s'est tenu dans le cadre d'un cycle rentrée 2020 et télétravail. Et vous avez deux prochains rendez-vous, notamment un rendez-vous spécial fonction publique, les 6 points d'attention pour pérenniser le télétravail, qui aura lieu jeudi à 14h30 et une présentation de nos jeux, formations et de nos solutions pour associer télétravail et QVT. C'est une question aussi qui nous a été posée lundi 19 octobre à 11h15. Voilà, je regarde si éventuellement une question à laquelle on peut répondre. Vous pouvez développer, outiller et soutenir les managers. Alors, c'est vrai que le manager est au cœur de la régulation de la charge de travail. Et donc, quand on dit outiller et soutenir un manager, alors c'est à la fois outiller, lui laisser du temps au manager pour qu'il puisse avoir des échanges, notamment dans le cas du télétravail, avec les collaborateurs et échanges qui ne sont pas forcément les échanges formels prévus ou dans le cadre de l'activité. On sait que les managers sont les premières victimes de la charge de travail, en tout cas, une surcharge de travail, et ils n'ont pas le temps de réguler la charge de travail de collaborateurs, alors que c'est une des fonctions qui leur revient et en plus qui prennent particulièrement à cœur. Et il faut aussi qu'ils soient soutenus, c'est-à-dire que les directions, les prescripteurs leur donnent des moyens, des marges de manœuvre pour réguler la charge de travail. Et ça, c'est pas tous les jours, pas toujours le cas. Mais n'hésitez pas aussi à regarder les éléments qu'on peut diffuser sur la question du management du travail et qui sont relatifs à cette question peut-être juste un dernier du point soutien et de pour éclaircir l'outillage cette question des des chroniques managers. d'activité. Il s'agit bien sûr d'une chronique d'activité au sens ergonomique. Il ne s'agit pas de ce qu'on demande de faire, la prescription, mais ce que l'on fait réellement pour atteindre les objectifs. Je pense qu'il faut avoir cette petite idée en tête. C'est la clé pour arriver à réguler la charge de travail, un peu dans toutes les situations, que ce soit le travail sur site directement ou bien dans une situation de travail à distance, comme beaucoup de salariés vont la connaître dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, ce n'est pas une chronique d'activité économique, ce n'est pas ce qu'on demande de faire, c'est vraiment
la réponse en termes d'activité, d'efforts cognitifs, manuels, pour arriver à faire ce qu'on nous demande de faire. Ça, je pense que c'est une précision qui était importante pour valoriser le travail réel des personnes. Très bien. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté et participé activement à ce webinaire. On vous souhaite une bonne après-midi et suite de journée. Au revoir et à bientôt. Au revoir, bonne journée. Et merci de votre Voilà. attention. Au revoir et bonne journée à tous.